40 miles au large de la côte de Floride. Nuit du 9 mai. Une tempête sévère balaie le détroit. Les vagues atteignent des hauteurs dévastatrices. Au milieu de cette fureur océanique, un voilier de 46 pieds tente de traverser ces eaux hostiles. Son système de tracking automatique vient de s'éteindre. Volontairement. Il court dans l'obscurité totale, invisible au monde entier. Ou du moins, c'est ce que croit l'homme qui l'a envoyé traverser. Mais à bord d'un hélicoptère Coast Guard fendant la tempête, des agents fédéraux suivent ce navire depuis qu'il a quitté les Bahamas. Ils connaissent chaque mouvement, chaque changement de cap. Et dans quelques heures, ils vont monter à bord. Parce que ce bateau n'est pas qu'un simple voilier. C'est la dernière chose qu'une femme de 55 ans a vue avant de disparaître dans les eaux noires des Bahamas. C'est la scène d'un crime potentiel. Et l'homme qui essaie désespérément de le récupérer vient de commettre une erreur fatale. Il a cru que désactiver un transpondeur commercial le rendrait invisible. Il avait tort. Ce que vous allez découvrir dans cette enquête va bien au-delà d'une simple disparition en mer. C'est l'histoire d'un rêve de navigation devenu cauchemar. D'une femme qui a tout vendu pour vivre sur l'océan. D'un mari dont le témoignage ne cesse de se fissurer sous le poids des contradictions. Et d'une investigation fédérale qui, pendant 34 jours, a attendu patiemment le moment parfait pour frapper. Si vous voulez comprendre comment une nuit aux Bahamas a déclenché une chasse maritime internationale, comment les mensonges flottent mais finissent toujours par couler, et pourquoi ce bateau arraché des eaux étrangères pourrait enfin révéler la vérité, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur les carnets cachés du True Crime, où nous plongeons dans les affaires que les autres laissent dériver. Abonnez-vous maintenant, parce que cette histoire ne fait que commencer, et chaque développement nous rapproche d'une vérité que quelqu'un voulait garder enfouie sous les vagues. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, il faut d'abord comprendre le rêve. Lynette Hooker n'était pas une touriste occasionnelle. Elle n'était pas une vacancière cherchant une semaine d'évasion tropicale. Elle avait 55 ans et elle avait pris la décision que peu osent prendre. Elle avait vendu presque tout ce qu'elle possédait. Sa maison. Ses meubles. Les ancres terrestres qui retiennent la plupart d'entre nous dans nos vies prévisibles. Elle venait du Michigan, un endroit où l'hiver mord profond et où les lacs gelés remplacent l'océan pendant des mois. Mais Lynette avait rêvé d'autre chose. Elle avait rêvé d'eau turquoise, de coucher de soleil infini et de la liberté absolue que seule la vie en mer peut offrir. Le Soulmat était ce rêve matérialisé. Un voilier de 46 pieds. 2 chambres, 2 salles de bain. Assez grand pour être confortable, assez maniable pour 2 personnes expertes. Brian Hooker, son mari, partageait ce bateau avec elle depuis 4 années complètes. 4 années de navigation entre les îles. 4 années. Documentées méticuleusement sur leurs comptes de médias sociaux sous le nom Sailing Hooker. Les photos qu'ils postaient étaient exactement le genre qui fait mal. Des couchers de soleil orange et rose s'étalant sur des horizons sans fin. Des plages de sable blanc où leurs pieds laissaient les seules empreintes. Des eaux si claires qu'on pouvait voir le fond sablonneux à 6 mètres de profondeur. Le genre d'images qui font que les gens coincés dans des bureaux sans fenêtre ressentent ce pincement familier, cette envie viscérale d'être ailleurs, n'importe où sauf ici. Mais ces images racontaient une autre histoire aussi. Elles montraient un couple. Brian et Lynette, côte à côte sur le pont du Soulmat. Souriant, bronzé, vivant la vie que des millions fantasment mais que si peu atteignent réellement. Brian se décrivait lui-même, dans une interview accordée à CBS News après la disparition de Lynette, comme son co-capitaine. Pas le capitaine et la passagère. Pas le marin et sa compagne. Des co-capitaines. Il insistait sur ce point. Les deux avaient des rôles. Les deux pilotaient le navire. Il disait que le Soulmat était assez grand pour vraiment nécessiter 2 personnes pour le gérer efficacement. C'était leur maison flottante. Leur univers autonome. Tout ce dont ils avaient besoin était contenu dans ces 46 pieds de fibres de verre et de voile. Les Abaco Islands, aux Bahamas, étaient devenus leur terrain de jeu habituel. Cet archipel s'étend sur la partie nord-est des Bahamas, une série d'îles et de quais reliés par des eaux peu profondes et des passages navigables. Hopetown, une petite communauté pittoresque sur Elbow Bay, était l'un de leurs ports d'escale favoris. Là-bas, les maisons coloniales colorées bordent des rues étroites. Le célèbre phare rayé de Hopetown se dresse comme une sentinelle au-dessus du port. Les marins du monde entier convergent vers ces eaux parce qu'elles offrent exactement ce que Lynette et Brian cherchaient. Beauté, isolement relatif, et une communauté serrée de live à bord, ces navigateurs qui ont choisi de vivre en permanence sur leur bateau. Le Soulmat était amarré dans Old Pates Bay, juste au large d'Elbow Bay. Pas un dock mais sur une bouée de mouillage, ce qui signifie que le bateau flottait librement, attaché au fond marin par une chaîne et une ancre. Pour atteindre la terre depuis cette position, Lynette et Brian utilisaient ce qu'on appelle une annexe. La leur était un canot pneumatique rigide de 8 pieds, équipé d'un moteur hors-bord. C'était leur lien avec le monde terrestre. Leur taxi maritime pour les soirées au restaurant, les courses d'épicerie ou simplement une promenade dans les rues de Hopetown. Le 4 avril au soir,
Selon ce que Brian Hooker a déclaré aux autorités, lui et Lynette avaient fait exactement cela. Ils s'étaient rendus à l'Abaco Inn, un établissement connu dans la région, un endroit où les navigateurs et les touristes se mélangent autour de cocktails et de fruits de mer frais. Ils avaient bu. Brian l'a admis ouvertement. La soirée était agréable, ordinaire même. Rien dans ce qu'il a raconté ne suggérait de tension, de dispute ou de quoi que ce soit d'inhabituel. Vers 19h30, ils ont décidé qu'il était temps de rentrer. Ils sont montés dans leur annexe de 8 pieds et ont quitté le quai de Hopetoun, mettant le cap sur le Soulmat qui les attendait dans l'obscurité croissante de Haute-Pates Bay. Ce trajet aurait dû prendre 15 à 20 minutes maximum. Hopetoun et Elbow ne sont pas éloignés. Les eaux entre les deux sont régulièrement parcourues par des dizaines de bateaux chaque jour. Brian connaissait ce chemin par cœur. Il l'avait fait des centaines de fois. Mais cette nuit-là, selon son témoignage, quelque chose a terriblement mal tourné. Lynette est tombée par-dessus bord. Et quand elle est tombée, Brian a dit qu'elle portait le cordon de sécurité du moteur. Ce dispositif, communément appelé Kilco ou laniard, est conçu précisément pour ce type de situation. Le conducteur de l'annexe l'attache à son poignet ou à sa ceinture. Si cette personne tombe à l'eau, le cordon se détache automatiquement, coupant instantanément l'alimentation du moteur. Cela empêche le bateau de continuer sans contrôle ou, pire, de revenir en cercle vers la personne dans l'eau. C'est une caractéristique de sécurité fondamentale. Donc, selon Brian, quand Lynette est tombée avec le cordon attaché à elle, le moteur s'est coupé. L'annexe s'est retrouvée morte dans l'eau. Pas de puissance. Pas de moyen de manœuvrer. Et Lynette, quelque part dans l'obscurité totale, a été emportée par le courant. Brian a dit qu'il a essayé de la retrouver. Qu'il a cherché. Mais dans le noir complet, sans lumière de lune suffisante, sans équipement de recherche, une personne dans l'océan devient invisible en quelques secondes. Le courant dans cette région peut être fort et imprévisible. Si Lynette ne portait pas de gilet de sauvetage, si elle avait bu, si elle a paniqué ou frappé sa tête en tombant, ses chances de survie chutaient à chaque seconde qui passait. Brian a affirmé qu'il est resté là, sans moteur, dans cette annexe de 8 pieds. Il a dû pagayer. Pagayer dans l'obscurité. Pagayer sans savoir exactement où il était ou dans quelle direction se trouvait la terre la plus proche. Il n'a pas réussi à retourner au Soulmat. Au lieu de cela, il a dérivé ou ramé pendant des heures. Selon sa déclaration, il a finalement atteint le chantier naval de Marsh Harbor à environ 4 heures du matin le 5 avril. Marsh Harbor est la plus grande ville des Abaco. C'est le centre commercial et de transport de la région. Mais surtout, c'est loin de Hopetoun. Le trajet qu'il décrit représente plusieurs heures de dérive ou de rame. Entre 19h30, moment du départ de Hopetoun, et 4 heures du matin, il s'est écoulé 8 heures et demie. 8 heures et demie pendant lesquelles Lynette Hooker était quelque part dans l'océan Atlantique. Seule. Dans le noir. Sans aucun espoir de sauvetage immédiat. Dès que Brian a atteint Marsh Harbor et alerté les autorités, une opération de recherche massive s'est mise en branle. Les autorités bahaméennes ont mobilisé des ressources aériennes et maritimes. Le Coast Guard américain, qui maintient une présence et une coopération dans cette région, a également été informé. Des hélicoptères ont survolé les zones de dérive calculées. Des bateaux ont ratissé les eaux en Hopetoun, Elbow et les zones environnantes. Ils ont utilisé les données de courant, de marée et de vent pour modéliser où un corps ou une personne à la dérive aurait pu se retrouver après tant d'heures. Ils ont cherché pendant des jours. Méthodiquement. Désespérément. Ils n'ont rien trouvé. Pas de corps. Pas de vêtements. Pas de débris. Aucun signe que Lynette Hooker avait jamais été dans cette eau. C'était comme si elle avait simplement disparu, effacée de l'existence au moment où elle aurait touché la surface. Pour sa famille, ce fut le début d'un cauchemar sans fin. Carly Ellsworth, la fille de Lynette et belle-fille de Brian, a immédiatement pris l'avion pour les Bahamas. Elle a essayé de refaire le trajet que son beau-père avait décrit. Elle est montée à bord du Soulmat, le bateau qui avait été la maison de sa mère pendant 4 ans, cherchant n'importe quel indice, n'importe quoi qui pourrait donner un sens à l'inexplicable. Mais tout ce qu'elle a trouvé, ce sont des questions. Des questions qui n'ont fait que se multiplier à mesure que l'enquête progressait. Parce que très vite, le récit de Brian a commencé à rencontrer des problèmes. Des contradictions. Des incohérences. Des éléments qui ne correspondaient pas. Le premier drapeau rouge majeur est venu des témoins. Plusieurs personnes dans la région ont rapporté avoir vu des fusées de détresse tirées ce soir-là. Des fusées éclairantes, le type de signal de détresse qu'un navire en difficulté utilise pour attirer l'attention. Ces fusées produisent une lumière brillante, rouge généralement, qui monte dans le ciel nocturne et reste visible pendant plusieurs secondes. Elles ne peuvent pas être confondues avec autre chose. Et plusieurs témoins indépendants ont confirmé en avoir vu. Mais voici le problème. Ces fusées ont été vues avant 21h. Avant 9h du soir. Et elles semblaient provenir de la zone où le Soulmat était amarré, dans Haute-Pates Bay. Maintenant,
Pensez à ce que cela signifie. Brian a dit que lui et Lynette ont quitté Hopetoun à 19h30 pour rentrer au bateau. Selon son récit, Lynette est tombée en route. Le moteur s'est coupé. Il a dérivé pendant des heures. Ils n'ont jamais atteint le Soulmat ce soir-là. Donc, si personne n'est retourné au bateau, qui a tiré des fusées de détresse depuis le Soulmat ou à proximité immédiate avant 21h, cette question n'a jamais reçu de réponse satisfaisante. Brian n'a pas pu expliquer les fusées. Les autorités n'ont trouvé personne d'autre qui admettrait les avoir tirées. Cela reste une anomalie massive dans la chronologie officielle. Puis, il y a eu le bateau mystère. D'en route Pates Bay, la nuit du 4 avril, un autre voilier était amarré relativement près du Soulmat. Les autorités ont essayé de localiser les propriétaires ou occupants de ce bateau parce qu'ils auraient pu être témoins de quelque chose de crucial. Le 5 mai, soit un mois complet après la disparition de Lynette, le Coast Guard Investigative Service a publié une demande publique d'information concernant ce navire non identifié. Ils voulaient savoir qui était à bord, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu. À ce jour, ce bateau n'a apparemment jamais été définitivement identifié ou ses occupants interrogés publiquement. C'est un trou béant dans l'enquête. Et ensuite, il y a eu l'Apple Watch. Lynette portait une Apple Watch. Ces dispositifs enregistrent une quantité incroyable de données. Mouvement, rythme cardiaque, position GPS y connectée à un téléphone, activité physique. Toutes ces informations sont horodatées et stockées. Si cette montre a été récupérée, et les rapports initiaux suggèrent qu'elle l'a été ou que les autorités s'y intéressent fortement, alors les données qu'elle contient pourraient raconter une histoire très différente de celle que Brian a présentée. Elle pourrait montrer si Lynette était en mouvement, immobile, stressée ou calme dans les heures précédant sa disparition présumée. Elle pourrait montrer si son rythme cardiaque s'est arrêté à bord du Soulmat plutôt que dans l'eau en Hopetoun et Elbowsay. Le 8 avril, 4 jours après la disparition de Lynette, les autorités bahaméennes ont arrêté Brian Hooker. Il a été détenu comme personne d'intérêt potentiel. Notez bien cette formulation. Il n'a pas été inculpé d'un crime. Il a été détenu pour interrogatoire et enquête. Les 5 jours suivants, Brian a été entre les mains de la Royal Bahamas Police Force. Pendant ce temps, les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition sur le Soulmat. Ils ont saisi plusieurs éléments. Un enregistreur vidéo numérique, des tablettes, du matériel de téléphone cellulaire. Tout ce qui pourrait contenir des données, des communications ou des enregistrements de ce qui s'était réellement passé à bord du bateau. Le 13 avril, Brian a été libéré. Le Department of Public Prosecution des Bahamas a recommandé sa libération en attendant une enquête plus approfondie. Cela ne signifie pas qu'il a été innocenté. Cela signifie simplement que, à ce stade, avec les preuves disponibles, le standard légal pour une inculpation n'avait pas été atteint. Brian restait une personne d'intérêt. L'enquête restait active. Mais légalement, il était libre de partir. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a quitté les Bahamas et est retourné aux États-Unis, citant le besoin d'être auprès de sa mère malade. C'est son droit. Il n'avait pas été inculpé. Il n'était pas juridiquement obligé de rester. Mais le Soulmat, lui, est resté. Attaché à sa bouée de mouillage dans le champ d'amarrage de Marsh Harbor. Exactement là où Brian l'avait laissé. Et pendant les 34 jours suivants, ce bateau est devenu le symbole silencieux d'une enquête qui refusait de mourir. Des gens passaient régulièrement pour vérifier s'il était toujours là. Des observateurs locaux, des membres de la communauté des navigateurs, et très probablement des agents travaillant pour ou avec les autorités. Chaque jour, le rapport était le même. Oui, le Soulmat est toujours là. Toujours attaché. Toujours au même endroit. Toujours attendant. Attendant quoi? C'est la question que tout le monde se posait. Parce qu'à un moment donné, Brian Hooker allait vouloir son bateau. C'était sa propriété. Sa maison pendant 4 ans. Un actif valant potentiellement des centaines de milliers de dollars. Il n'avait été inculpé d'aucun crime. Légalement, ce bateau lui appartenait toujours. Et tôt ou tard, il allait exercer son droit de le récupérer. La vraie question était, qu'arriverait-il quand il essaierait? Pendant que le Soulmat cuisait sous le soleil brûlant des Bahamas, une autre enquête se déroulait de l'autre côté de la frontière maritime. Le Coast Guard Investigative Service, une branche d'application de la loi fédérale opérant sous le Department of Homeland Security, avait ouvert sa propre investigation criminelle. Le CGIS n'est pas une agence symbolique. Ces agents sont des officiers fédéraux assermentés avec une autorité complète pour enquêter sur les violations criminelles dans la juridiction maritime américaine. Et cette juridiction s'étend bien au-delà des eaux territoriales américaines. Elle couvre les citoyens américains, les navires enregistrés aux États-Unis et les incidents impliquant des Américains dans des eaux internationales. Lynette Hooker était américaine. Le Soulmat, bien que amarré aux Bahamas, était très probablement enregistré aux États-Unis. Brian Hooker était américain. Et l'enquête sur ce qui lui était arrivé intéressait profondément le gouvernement fédéral.
Le CGIS a commencé à mener des entretiens avec des témoins. Ils ont collecté des déclarations. Ils ont examiné les données maritimes. Et le 5 mai, un mois complet après la disparition de Lynette, ils ont publié une demande publique d'information. Ils recherchaient activement quiconque avait été dans ou autour de Haute-Pathès-Baie la nuit du 4 avril. Ils voulaient particulièrement identifier le bateau mystère amarré près du Soulmat. Ils construisaient méthodiquement leur dossier. Et pendant tout ce temps, ils gardaient un œil sur le Soulmat. Parce qu'ils savaient quelque chose que Brian Hooker n'avait peut-être pas pleinement compris. Ce bateau était bien plus qu'un simple morceau de propriété. C'était potentiellement la scène d'un crime. Et tout ce qui s'y trouvait, depuis les systèmes électroniques sophistiqués, jusqu'aux fibres microscopiques dans les coussins, pourrait contenir la vérité sur ce qui était vraiment arrivé à Lynette Hooker. Brian, pendant ce temps, avait un problème. Il voulait son bateau. Mais il ne pouvait pas aller le chercher lui-même. Pour ramener un voilier de 46 pieds des Bahamas à la Floride continentale, surtout si le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas faire le voyage personnellement, il faut embaucher ce qu'on appelle un capitaine de livraison. C'est une profession légitime dans le monde de la voile. Des marins professionnels qui prennent le commandement d'un navire au nom du propriétaire et le transportent d'un point A à un point B. Il existe des réseaux pour cela. Des sites web. Des forums où les capitaines publient leurs services et où les propriétaires de bateaux publient les trajets disponibles. C'est un monde de niche, mais établi et respecté. Sauf que le monde de la voile n'est pas si grand. C'est une communauté. Les navigateurs se connaissent. Ils vivent physiquement proches les uns des autres dans les marinas et les mouillages. Ils parlent. Ils partagent des histoires. Et quand une histoire comme celle-ci éclate, une femme disparue, un mari arrêté puis relâché, un bateau de 46 pieds qui reste amarré pendant qu'une enquête criminelle se déroule, cette histoire ne reste pas confinée aux gros titres. Elle circule à travers les forums de voile. Elle traverse les groupes Facebook. Elle se propage dans les conversations de dock et dans les applications communautaires que les liveaboard utilisent. De la Floride aux Bahamas et au-delà. Ashley Banfield, une journaliste qui a couvert cette affaire de manière plus intensive que presque quiconque dans les médias américains, a utilisé un mot spécifique pour décrire ce qui est arrivé au nom de Brian Hooker dans cette communauté. Elle a dit qu'il était devenu l'or. Pas juste une histoire. Pas juste des nouvelles. L'or. Cela signifie que son nom le précédait partout où il allait. Que son cas le précédait. Que quand un capitaine de livraison recevait une demande pour déplacer le Soulmat de Marsh Harbor vers la Floride, il savait instantanément qui demandait et quel était le contexte. L'arrestation. La femme manquante. Les questions sans réponse. L'examen public. Tout cela faisait maintenant partie de l'identité de Brian Hooker dans le monde de la voile. Et selon les rapports de Banfield, Brian a commencé à chercher des capitaines de livraison des semaines avant que le bateau ne bouge réellement. Il passait des appels. Il envoyait des demandes. Il cherchait quelqu'un, n'importe qui, prêt à faire la traversée. Et un par un, les capitaines professionnels disaient non. Plusieurs ont refusé. Ces gens font ce travail régulièrement. Déplacer des bateaux à travers les passages océaniques est ce qu'ils font pour gagner leur vie. Ce n'est pas bizarre. Ce n'est pas inhabituel. Mais dans ce cas, assez de personnes ont refusé pour que cela devienne significatif. Assez de personnes ne voulaient rien avoir à faire avec Brian Hooker, son histoire et son lore. Pensez à ce que cela signifie. Ces capitaines ne sont pas des enquêteurs. Ils ne sont pas des juges. Mais ils écoutent leur instinct. Ils écoutent la communauté. Et quand la communauté dit qu'un homme est entouré de trop de questions, trop de drapeaux rouges, trop d'ombres, ils écoutent. Ils protègent leur réputation. Ils protègent leur conscience. Ils disent non. Mais finalement, Brian a trouvé 2 personnes qui ont dit oui. Selon le rapport de Banfield, ces 2 capitaines n'étaient pas pleinement informés de ce dans quoi ils entraient, ou ils ne l'appréciaient pas pleinement. Peut-être qu'ils n'avaient pas suivi l'affaire avec la même intensité que d'autres dans la communauté. Peut-être qu'ils avaient besoin du travail. Peut-être qu'ils ne croyaient pas ce qu'ils entendaient. Quelle que soit la raison, ils ont accepté. Ils se sont rendus à Marsh Harbor. Ils ont approvisionné le Soulmat avec de la nourriture, du carburant et de l'eau. Ils ont préparé le bateau pour ce qui devrait être une traversée normale de 24 heures des Bahamas vers la côte et de la Floride. Le 8 mai, un vendredi, ils ont largué les amarres. Le Soulmat a quitté sa bouée de mouillage pour la première fois en 34 jours. Son système d'identification automatique, ou AIS, était actif au départ. L'AIS est la technologie de tracking maritime standard. Chaque navire équipé diffuse sa position, sa vitesse, son cap et son identification à d'autres navires et aux stations de réception terrestres. C'est ainsi que le monde maritime sait où se trouvent les bateaux. C'est le même système qui avait permis aux observateurs de confirmer que le Soulmat n'avait pas bougé pendant 34 jours. Ashley Banfield regardait. Elle pouvait suivre le bateau en temps réel. Elle savait au moment exact où il a commencé à bouger. Elle connaissait sa vitesse. 6,4 nœuds. Elle connaissait sa direction.
nord-ouest, vers la Floride. Elle a suivi le signal alors que le Soulmat sortait de Marsh Harbor et se dirigeait vers les eaux ouvertes du détroit de Floride. Et puis, soudainement, le signal AIS s'est éteint. Pas progressivement, comme un bateau s'éloignant de la portée de réception. Pas lentement en s'estompant. Il s'est éteint. Peu de temps après que le Soulmat ait quitté Marsh Harbor, le transpondeur AIS a été désactivé. Le signal a disparu. Banfield a observé cela se produire en direct. Boum. Tout d'un coup, l'AIS s'est éteint juste à la sortie de Marsh Harbor. Comme elle l'a dit elle-même, c'était étrange. Mais après tout, c'était Brian Hooker. Maître du masquage de sa localisation et peut-être du masquage de la localisation de ses affaires. Il existe cependant un système de secours dans la communauté des navigateurs. Une application appelée No Foreign Land. C'est une plateforme volontaire de partage de positions utilisée par les liveaboard et les croisiéristes. Les gens vivant sur leur bateau trouvent utile de partager leur emplacement avec d'autres marins pour des raisons de sécurité, de communauté ou de navigation. Ce n'est pas une application gouvernementale. Ce n'est pas un système d'application de la loi. C'est un outil communautaire. Et pendant une partie de la traversée, après que l'AIS se soit éteint, le Soulmat diffusait toujours sur No Foreign Land. Les personnes qui savaient où chercher pouvaient encore voir où il allait. Du moins pendant un certain temps. Et puis ce signal s'est également éteint. Le bateau était maintenant en mode sombre complet. Pas d'AIS public. Pas d'application communautaire. Rien que la personne moyenne surveillant depuis la côte ne pouvait utiliser pour voir exactement où il se trouvait ou ce qu'il faisait. 2 capitaines de livraison. Un équipage inconnu. Un voilier de 46 pieds se dirigeant quelque part vers le nord-ouest depuis les Bahamas. Et le tracking public était devenu complètement silencieux. Ce que ces capitaines de livraison ne savaient pas, ou n'appréciaient pas pleinement, c'est que le Coast Guard n'avait pas besoin de ces applications pour suivre ce bateau. L'idée que désactiver un transpondeur de tracking destiné aux consommateurs rende un navire indétectable pour une agence fédérale disposant de couverture radar, d'actifs aériens, de coordination par satellite et de partage de renseignements interagences est une erreur de calcul importante. Le Coast Guard Southeast District opère à travers le détroit de Floride, les Bahamas, les approches des Caraïbes et les eaux entre les deux. Il ne compte pas uniquement sur l'AIS pour savoir où se trouvent les bateaux qu'il surveille. Le Coast Guard Investigative Service menait une enquête criminelle en lien avec la disparition de Lynette Hooker depuis début avril. Il construisait ce dossier depuis plus d'1 mois. Il menait des entretiens avec des témoins. Il collectait des preuves depuis plusieurs directions. Et quand le Soulmat a quitté Marsh Harbor le 8 mai avec son AIS éteint et son signal No Foreign Land bientôt suivant, le Coast Guard n'était soudainement pas aveugle. Selon les rapports de Banfield, ils avaient d'autres moyens de suivre ce bateau. Elle a imaginé qu'il y avait des avions suivant le Soulmat pour garder un œil sur sa position parce que quand les gens commencent à éteindre leur AIS, le Coast Guard ne va pas faire n'importe quoi. Ces moyens n'ont pas été publiquement spécifiés. Le Coast Guard ne commente pas les enquêtes actives et ne publie pas ses capacités de surveillance pour des raisons évidentes. Mais le résultat est ce qui compte. Le Coast Guard savait où se trouvait le Soulmat. Le Coast Guard savait où il allait. Et le Coast Guard a pris une décision sur le moment d'agir. Cette décision s'est déroulée le 9 mai, le samedi après le départ du Soulmat. Banfield a suivi le navire tout le week-end. Elle avait des photos. Elle avait des vidéos. Elle savait que le bateau bougeait. Elle connaissait la destination prévue. Et à un moment donné pendant cette traversée, à environ 40 miles au large selon le compte de Banfield, dans des conditions qu'elle a décrites comme une tempête sévère, le Coast Guard s'est déplacé. Banfield a regardé la météo au large de la côte cette nuit-là. 30 à 40 miles au large, et c'était brutal. Elle a dit que ce devait être comme l'Andrea Gale, une référence au tristement célèbre bateau de pêche perdu dans la tempête parfaite. C'était suffisamment mauvais pour que même une journaliste chevronnée couvrant l'histoire depuis la terre ferme puisse reconnaître la gravité de ce dans quoi le Coast Guard entrait. Mais ils y sont allés quand même. À quoi ressemble une interception en mer? Un navire du Coast Guard s'approche du navire cible. Il le haile par radio. Il s'amarre bord à bord. Il monte à bord. L'abordage se fait sous autorité fédérale. L'équipage est identifié. Le navire est inspecté. Et dans ce cas, le navire n'a pas continué vers la destination que Brian Hooker avait prévue. Le navire a été pris. Les capitaines de livraison avaient signé pour amener un voilier de 46 pieds des Bahamas quelque part sur la côte et des États-Unis. Ils se sont retrouvés quelque part dans le détroit de Floride par météo qui se détériorait avec les forces de l'ordre fédéral montant à bord du bateau qu'ils naviguaient. Ce n'était pas ce pourquoi ils avaient signé. Ce n'était pas le travail qu'ils pensaient avoir pris. Et au moment où cet abordage s'est produit, au moment où le Coast Guard a mis ses agents sur le Soulmat et a clairement indiqué que le bateau n'allait pas continuer vers sa destination prévue, quelqu'un a dû passer un appel.
Les capitaines de livraison maintiennent le contact avec les propriétaires pendant les traversées océaniques. C'est une pratique standard. Le propriétaire reçoit des mises à jour sur les progrès. En cas de problème, le capitaine appelle. Brian Hooker était presque certainement en contact avec l'équipage tout au long de la traversée. Et quand les forces de l'ordre fédéral montent à bord au milieu d'une traversée et indiquent clairement que le navire est saisi comme preuve dans une enquête criminelle, le capitaine appelle la personne qui l'a embauché. Selon le cadrage de Banfield de comment cette conversation a dû se dérouler, et elle est claire que c'est sa reconstruction analytique et non un enregistrement confirmé, le capitaine de livraison à un moment donné pendant ou peu après l'abordage du Coast Guard a communiqué avec Brian Hooker. Sa supposition était que Brian serait en contact avec ses marins de livraison, le capitaine et le second. Le Coast Guard est à bord en ce moment et ils veulent le bateau. C'est ce que font les capitaines de livraison. C'est la nature de la relation professionnelle. Selon le cadrage de Banfield de comment cette conversation s'est déroulée, Monsieur Hooker, nous n'allons pas pouvoir livrer votre sloop de 46 pieds à l'emplacement X en Floride du Nord. Le Coast Guard est à bord en ce moment et ils veulent le bateau. Brian Hooker n'était pas sur le Soulmat. Sa localisation actuelle n'a pas été confirmée dans les rapports publics. Il était retourné aux États-Unis des semaines plus tôt après sa libération de la garde à vue bahaméenne, citant sa mère malade. Il n'était pas sur l'eau. Il était quelque part sur terre aux États-Unis, surveillant ce qui se passait. Et à un moment donné le 9 mai, quelque part pendant cette traversée, il a découvert que le plan n'avait pas fonctionné. Il essayait depuis des semaines de récupérer son bateau. Il avait été refusé par capitaine après capitaine. Il avait finalement trouvé 2 personnes prêtes à faire la traversée. Ils avaient quitté Marsh Harbor. Ils avaient éteint l'AIS. Ils avaient couru dans l'obscurité. Et rien de tout cela n'avait d'importance parce que le Coast Guard n'a pas besoin de votre AIS pour vous trouver quand ils ont déjà décidé qu'ils veulent savoir où vous êtes. Le Soulmat a été remorqué à Fort Pierce, en Floride, et amené à la station du Coast Guard là-bas. Fort Pierce se trouve sur la côte atlantique, à environ 115 miles au nord de Miami. C'est là que le Coast Guard maintient une station majeure sur la côte est de l'État. C'est là que le Soulmat est amarré ce matin. Des photos et vidéos exclusives de la couverture d'Ashley Banfield montrent le navire en train d'être remorqué. Un voilier de 46 pieds. La maison où Brian et Lynette Hooker avaient vécu pendant 4 ans. Arrivant aux États-Unis, non pas sous sa propre puissance, non pas sous l'autorité de son propriétaire, mais au bout d'une ligne de remorquage du Coast Guard. Pour les besoins de cette enquête, Fort Pierce n'est pas seulement un point final géographique. C'est une déclaration. Le Coast Guard Investigative Service a amené ce bateau à leur quai. Cela signifie qu'il est sous leur contrôle. Cela signifie qu'il est protégé comme preuve. Cela signifie que personne, ni Brian Hooker, ni son avocate Crystal Hauer, ni quiconque agissant en leur nom, ne peut accéder à ce navire, le fouiller, en retirer quoi que ce soit ou modifier quoi que ce soit dessus sans passer par le processus d'enquête criminelle fédérale. La chaîne de traçabilité a commencé au moment où la ligne de remorquage a été attachée. Crystal Hauer, l'avocate qui a représenté Brian Hooker aux États-Unis depuis son retour, n'a pas fait de déclaration publique sur la saisie. Lorsque CBS News l'a contactée plus tôt dans la semaine sur une question distincte, elle a raccroché le téléphone et n'a répondu à aucune question. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, elle n'a offert aucun commentaire public sur le fait que le bateau de son client ait été pris en garde à vue fédérale. Brian Hooker n'a pas fait de déclaration publique non plus. Les personnes qui ont parlé sont celles qui ont parlé depuis le début. La famille de Lynette. Et le jour de la fête des mères, pendant que le bateau de sa mère était remorqué dans un port américain comme preuve dans une enquête fédérale, Carly Ellsworth a posté une vidéo. C'est la première fête des mères sans ma mère. C'est assez dur en ce moment de savoir qu'elle n'est plus à un texto de distance. Elle a dit cela avant de savoir que le Coast Guard avait le bateau. Elle l'a posté avant que la confirmation ne vienne de CBS et de la couverture de Banfield. Darlene ne recevra pas d'appel de sa fille Lynette Hooker pour lui souhaiter une joyeuse fête des mères parce que Lynette est portée disparue et présumée morte aux Bahamas. Et Carly ne pourra pas appeler sa mère, Lynette Hooker, et lui souhaiter une joyeuse fête des mères pour la même raison. Elle savait que le bateau bougeait. Elle connaissait les 2 étrangers à bord de la maison de sa mère. Elle savait qu'ils avaient éteint le GPS. Mais elle ne savait pas encore ce qui allait lui arriver. Elle savait juste qu'il bougeait et elle ne savait pas où il allait. À la fin de la journée, elle avait sa réponse. Le Soulmat était à Fort Pierce. Entre des mains américaines. En garde à vue fédérale. Pas dans l'allée de Brian Hooker ou dans une marina où il pourrait organiser l'accès ou n'importe où ailleurs qui lui aurait donné le contrôle de ce qui était sur ce bateau et de ce qui lui arriverait ensuite. Lorsque le Coast Guard Investigative Service examine un navire saisi dans une affaire comme celle-ci, il ne se contente pas de se promener en regardant les choses.
Il mène un examen médico-légal systématique d'une scène de crime potentiel qui est restée dans les eaux bahaméennes et a traversé le détroit de Floride pendant 5 semaines. Et d'après ce que nous savons sur le fonctionnement de ces examens et ce que nous savons sur les questions spécifiques auxquelles cette enquête a essayé de répondre, la liste de ce qu'il recherche est à la fois précise et significative. Commencez par les preuves biologiques et les traces médico-légales. Un voilier de 46 pieds à 2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, un cockpit, un salon. Lynette Hooker vivait sur ce bateau. Son ADN est partout. Mais les enquêteurs recherchent quelque chose de plus spécifique que les traces ordinaires d'une femme qui a passé 4 ans dans une maison flottante. Ils recherchent tout ce qui pourrait leur dire si de la violence s'est produite sur ce navire. Du sang qui a été nettoyé mais pas complètement enlevé. Du matériel biologique dans des endroits où il ne devrait pas être. Des preuves de lutte. Des preuves de nettoyage. Les outils d'examen médico-légal peuvent trouver des choses que l'œil humain ne peut pas voir, même sur un bateau qui est resté au soleil pendant plus d'1 mois. Ensuite, il y a l'électronique. C'est là que cela devient particulièrement significatif. Le Soulmat était un voilier de croisière moderne équipé d'un ensemble sophistiqué d'électronique. Il y a ce qu'on appelle un serveur signal K. Un système de journalisation de données en réseau qui enregistre non seulement la position mais aussi la vitesse du vent, la vitesse du bateau dans l'eau, le cap, la profondeur, l'état de la batterie et tout autre instrument qui y est connecté. Selon l'analyse médico-légale maritime indépendante de cette affaire, les journaux du serveur Signal K couvrent la fenêtre complète de l'incident à une résolution bien plus fine qu'un traceur de cartes standard. Ils enregistrent tout. Chaque question sur ce qui se passait à bord ou près du Soulmat entre 19h30 le 4 avril et 4h du matin le 5 avril a une réponse potentielle sur ce serveur. Il convient de noter ici que les autorités bahaméennes, en vertu de leur propre mandat, ont précédemment retiré certains appareils électroniques du Soulmat, y compris un enregistreur vidéo numérique, des tablettes et du matériel de téléphone cellulaire dans les premiers jours de l'enquête. La Royal Bahamas Police Force était déjà montée sur ce bateau. Mais ce qu'ils ont pris et ce qui est resté sont 2 inventaires différents. Ce que le Coast Guard a maintenant, c'est la coque, la structure, la plomberie, les espaces cachés, les choses qui n'ont pas été enlevées et les choses qui ont peut-être été remises après la perquisition bahaméenne. Il y a aussi le traceur de cartes, l'affichage de navigation qui enregistre où le bateau a été et où il allait. Il y a les journaux du navire. Il y a tous les enregistrements écrits du soir du 4 avril. Il y a la question de savoir si les effets personnels de Lynette Hooker restent à bord. Son Apple Watch référencé dans les rapports antérieurs était un point d'intérêt au début de l'enquête. Ses vêtements. Ses chaussures. Les articles qui devraient être là et les articles qui devraient être là mais ne le sont pas. Et puis il y a la structure physique elle-même. La coque. Les bossoirs ou supports de canot. Le cockpit où un départ nocturne aurait été préparé. Les endroits où une femme de 55 ans aurait embarqué et quitté un canot de 8 pieds en l'obscurité. Les mains courantes. Les lignes. Les surfaces qu'un examen médico-légal peut interroger pour ce qui a été fait sur elle et quand. Le Coast Guard Investigative Service a commencé à mener des entretiens avec des témoins il y a des semaines. Ils ont émis une demande publique d'information sur un voilier mystérieux qui avait été amarré près du Soulmat dans Haute-Pates Bay la nuit du 4 avril. Un voilier dont les propriétaires ou occupants pourraient avoir vu quelque chose. Cette demande est devenue publique le 5 mai. Les enquêteurs construisaient leur image depuis plusieurs directions simultanément. La saisie du Soulmat n'est pas le début de l'enquête. C'est l'enquête qui atteint sa prochaine étape. Les agents du CGIS sont des officiers assermentés d'application de la loi fédérale qui opèrent sous le Department of Homeland Security. Ils enquêtent sur les violations du Code uniforme de justice militaire et du droit américain dans la juridiction maritime. Leur autorité s'étend aux violations du Code américain liées à ou dans la juridiction maritime des États-Unis. S'ils développent des preuves qui soutiennent des accusations dans une affaire comme celle-ci, la décision de poursuivre impliquerait le Department of Justice. Ce qui s'est peut-être passé à bord ou autour du Soulmat s'est passé dans les eaux bahaméennes, mais la juridiction d'une enquête criminelle maritime fédérale américaine n'est pas confinée aux côtes américaines. Considérez pendant un moment la géographie spécifique du Soulmat. C'est un navire de 46 pieds, 2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, un cockpit ouvert sur le ciel, un salon sous le pont, des compartiments de rangement, une cale, des espaces cachés. Des conduites d'évacuation. Les types d'endroits qui sont difficiles d'accès et faciles à négliger lors d'un examen précipité ou préliminaire. La Royal Bahamas Police Force a mené sa propre perquisition basée sur un mandat plus tôt dans l'enquête et a retiré certains articles, mais une perquisition basée sur un mandat parlé. Autorité bahaméenne et un examen médico-légal systématique par le Coast Guard Investigative Service des États-Unis avec les ressources du gouvernement fédéral américain sont des animaux différents. La profondeur de cet examen, la technologie disponible pour cela,
le temps qui peut y être consacré. Tout cela est différent maintenant que le Soulmat est sur le sol américain. Il y a aussi la question de ce qui n'a pas été pris lors de la perquisition bahaméenne initiale et de ce qui ne peut pas être retiré d'un bateau même avec un mandat. L'intégrité structurelle du navire lui-même. Ce qui peut être incorporé dans la coque ou dans le tissu des coussins. Les traces laissées sur les surfaces en dessous du niveau d'inspection visible. Les autorités bahaméennes ont pris du matériel et elles n'ont pas démonté le bateau. Le CGIS le peut. Rien de tout cela ne signifie que des accusations sont imminentes. Rien de tout cela ne signifie que l'examen trouvera ce que les enquêteurs recherchent. Les preuves médico-légales prennent du temps. L'analyse prend du temps. L'examen en laboratoire indépendant d'échantillons biologiques prend du temps. La construction d'une affaire suffisante pour une poursuite fédérale prend du temps. Et la norme fédérale est élevée. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les preuves physiques, le bateau, sont maintenant entre des mains américaines. Sécurisés, protégés, et soumis à un examen sous autorité fédérale. C'est une situation différente de celle qui existait hier. C'est une situation différente de ce qu'elle aurait été si le plan de Brian Hooker avait fonctionné. Lorsque vous examinez la séquence de ce que Brian Hooker a fait au cours des dernières semaines, les semaines depuis qu'il est revenu aux États-Unis après sa libération de la garde à vue bahaméenne, ce que vous voyez est un homme avec un objectif spécifique. Il voulait son bateau. Il avait tout à fait le droit légal de le vouloir. C'est sa propriété. Il n'a pas été inculpé. Il n'a pas été condamné. En vertu de la loi en ce moment, ce navire lui appartient. Le fait qu'une enquête soit en cours ne signifie pas automatiquement que sa propriété peut être retenue indéfiniment sans procédure régulière. Il affirmait un droit de propriété légitime. Le problème était que le Coast Guard avait d'autres plans. Et la séquence spécifique, les semaines de capitaine de livraison rejetés, les deux qui ont finalement dit oui, l'AIS s'éteignant presque immédiatement après. Le départ, l'application No Foreign Land devenant sombre à mi-traversée, le bateau fonctionnant sans signal de tracking public pour la dernière étape du voyage. Quelle que soit l'intention derrière ces décisions spécifiques, le résultat final était le même. Le Coast Guard n'avait pas besoin de ces applications. Ils avaient le bateau dans leur ligne de mire. Selon la reconstruction analytique de la séquence par Ashley Banfield, le moment où Brian Hooker a découvert que son plan n'avait pas fonctionné était le moment où ce capitaine de livraison l'a contacté depuis quelque part sur l'eau. Selon le récit de Banfield, le Coast Guard était monté à bord. Le bateau n'allait pas à sa destination. Le bateau allait à Fort Pierce. Que cet appel soit arrivé au milieu de la tempête ou après. Que le navire ait déjà été sécurisé ou pendant le remorquage, l'information a atteint Brian Hooker à un moment donné. Et ce qu'il a reçu, c'était la nouvelle que le bateau qu'il essayait de récupérer depuis des semaines, le bateau pour lequel il avait finalement trouvé 2 capitaines. Prêt à bouger, le bateau qui était devenu sombre sur tous les systèmes de tracking disponibles au public, était entre des mains fédérales le jour de la fête des mers. Brian n'a pas fait de déclaration publique. Son avocate, Crystal Hauer, n'a pas fait de déclaration publique. Il n'y a aucun commentaire de son avocat bahaméen. Aucun commentaire de quiconque associé à l'équipe juridique de Brian Hooker sur ce qui est arrivé au Soulmat en Remarche Harbor et Fort Pierce. Il y a juste le bateau amarré à la station du Coast Guard. En garde à vue américaine. Entre les mains des mêmes enquêteurs qui construisent cette affaire depuis avril. Lynette Hooker est toujours portée disparue. Elle est portée disparue depuis 36 jours au moment de cet enregistrement. Elle est portée disparue depuis une nuit aux Bahamas où, selon le récit de son mari, elle est tombée d'un petit bateau dans l'obscurité et le courant l'a emportée. Sa fille a passé la fête des mers consciente que 2 étrangers naviguaient sur le navire que sa mère appelait maison, ne sachant pas que le Coast Guard se déplaçait déjà pour l'intercepter. Les données de l'Apple Watch de sa mère sont vraisemblablement toujours dans la chaîne de preuves de quelqu'un. Les fusées que plusieurs témoins auraient vu tirer depuis le Soulmat avant 21h le 4 avril, quand Brian a dit qu'ils n'ont jamais atteint le bateau ce soir-là, sont toujours une question ouverte. Le voilier mystérieux amarré dans Haute-Pates Bay, dont les propriétaires le Coast Guard essaient d'identifier depuis le 5 mai, est toujours là-bas. L'enquête n'est pas terminée. Loin de là. Mais quelque chose a changé aujourd'hui qui ne peut pas être inversé. Le Soulmat est à Fort Pierce. Tout ce qui est sur ce bateau est maintenant sous protection fédérale. Et quoi que les enquêteurs trouvent lorsqu'ils passeront au crible chaque centimètre de celui-ci, l'électronique, la coque, les espaces ou le pont, les choses qui ont été laissées et les choses qui manquent, cela soutiendra ou remettra en question le récit que Brian Hooker a donné de la nuit où sa femme a disparu. Brian pensait qu'il récupérait sa maison. Il avait tort. Si vous avez suivi l'affaire Lynette Hooker depuis le début, si vous avez été présent pour chaque développement, chaque témoignage de témoin, chaque question sur les fusées et le trajet en canot et la chronologie qui continue d'attirer l'examen, alors. Aujourd'hui est le jour où l'enquête est passée des eaux ouvertes au sol américain. Le Soulmat est amarré à Fort Pierce. Le Coast Guard là. Les enquêteurs l'ont.
Et pour la première fois en 36 jours, les preuves physiques au centre de cette affaire ne sont pas assises sans surveillance dans un port étranger, accessible à quiconque Brian Hooker pourrait trouver pour ramener le bateau à la maison. Elles sont en garde à vue fédérale, protégées sous l'autorité de personnes qui ont juré d'arriver au fond de ce qui est arrivé à une femme de 55 ans du Michigan la nuit du 4 avril. La famille de Lynette Hooker attend toujours des réponses. Sa fille a posté une vidéo le jour de la fête des mères sur ce que cela fait de ne pas pouvoir envoyer un texto à sa mère. Sa famille a maintenu cette affaire en vie, a maintenu la pression, a maintenu les questions en circulation quand il aurait été plus facile pour tout le monde de la laisser s'estomper. Le moins que nous puissions faire est de continuer à faire attention. Si vous souhaitez aider à ramener Lynette à la maison, des conseils peuvent être soumis via l'application Coast Guard Investigative Service, disponible sur iOS et Android, de manière anonyme si vous préférez. Quoi que vous sachiez, quoi que vous ayez vu dans les îles Abaco, sur l'eau près de Hopetoun ou Elbow Sound pas SB la nuit du 4 avril, le Coast Guard veut l'entendre. Et si vous avez suivi cette affaire avec nous, si vous avez été là depuis le début, si cette chaîne a fait partie de la façon dont vous êtes resté informé de ce qui se passe, veuillez vous abonner à Les Carnets Cachés du True Crime, partagez cette vidéo, laissez un commentaire sur ce que vous pensez que la saisie du Soulmat signifie pour l'orientation de cette enquête. Votre engagement est ce qui rend ce type de couverture possible. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain développement. Car dans cette affaire, il y a toujours un prochain développement. Cette vidéo est à des fins informatives et éducatives uniquement. Toutes les personnes nommées sont présumées innocentes à moins d'être reconnues coupables devant un tribunal. Brian Hooker n'a été inculpé d'aucun crime en lien avec la disparition de Lynette Hooker. Les scénarios analytiques attribués à la journaliste Ashley Banfield reflètent ses reportages et ses analyses et non des faits confirmés de manière indépendante. Si vous avez des informations sur la disparition de Lynette Hooker, des conseils peuvent être soumis via l'application Coast Guard Investigative Service, disponible sur iOS et Android.